J'y suis. Ce soir, va vous parler de ludopédagogie, gamification. Comment on peut transformer les formations, le recueil de besoins et avec des expériences engageantes, et comment on arrive à rendre ces expériences qui sont un peu, parfois un peu monotones, façon école, beaucoup plus sympa. François Léaniani, qui ce soir nous rejoint de Hackman Studio, est un expert en gamification. Il va nous présenter les grands principes de la ludopédagogie. Comment est-ce qu'on crée ces dispositifs et comment on peut les utiliser en entreprise? Puis on fera une petite session hands-on, euh, les mains dans la pâte, comme on dit. François, je te laisse la main face aux artistes. Ah bah, bonjour à tous, donc je suis François de Arkham Studio et mon métier c'est la gamification, c'est la ludopédagogie, c'est les mots qu'on voudra en tout cas. Nous on crée sur mesure des solutions qui vont intégrer de l'interactivité et de la mécanique de jeu. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais présenter un petit peu ce que c'est, ce qu'on entend par gamification, qu'est-ce que c'est la ludopédagogie, de manière assez simple. Non pas que c'est un sujet de thèse non plus, hein, mais on va faire donc quand même quelque chose de facile. Et puis ensuite, je propose qu'on réfléchisse ensemble à, un concept. On va imaginer qu'il y a une entreprise qui a un besoin, on va créer ce besoin, et puis on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire et pourquoi. Voilà, ça permet de comprendre un peu comment on crée quelque chose et à quoi ça, de gamifier et à quoi ça va servir. Et puis ensuite, je pourrais vous montrer des exemples de réalisation qu'on a pu faire pour différentes entreprises, différentes structures, et donc pour que vous puissiez découvrir l'éventail très large qu'il y a dans la gamification, dans le serious game. Voilà. Alors, et puis en introduction, il faut le dire, je suis très mauvais en PowerPoint, donc comme je suis très mauvais, je vais au plus simple, une couleur et des titres. Et je vais vous partager mon horrible PowerPoint et vous en serez très content comme ça. Alors, allons-y, que je lance ceci. Normalement, nous y voilà. Normalement, nous y sommes. Très bien. Bien, eh bien. Donc la gamification, comment sensibiliser et former avec la ludopédagogie. Donc là, vous voyez, la gamification, c'est de la sensibilisation. On va sensibiliser, on va transmettre des informations juste pour toucher un public, pour lui donner envie d'en savoir plus. Ou on va former, mais on verra qu'on ne va pas former tout seul. La gamification, ça ne remplace pas du tout un formateur, ça ne remplace pas une formation complète. C'est un outil complémentaire pour faciliter peut-être du transfert de savoir, pour améliorer l'engagement et, et tant d'autres choses. Alors déjà, il y a des termes, et ça fait bien dans le milieu de donner des termes, mais en fait, c'est juste de la sémantique et on utilise un peu les mots qu'on veut. Gamification, ludification, il y en a un, c'est un anglicisme à prononcer bien à la française, l'autre, c'est un mot français probablement fabriqué de toutes pièces. Puis il y a les serious games, et puis tout ça. En fait, de quoi on parle quand on utilise ces mots-là? Alors la gamification, finalement, on peut imaginer qu'il y a deux facettes. Il y a celle qui est la gamification qu'on imagine du reward, de quand on va faire quelque chose, il y a je sais pas, les applis sportives, les applis de langue, d'apprentissage, elles nous récompensent par son usage, hein. Plus on l'utilise, plus vous êtes récompensé et à travers de l'UI, de l'UX, des choses qui vont vous dire bravo, super, c'est super ce que vous faites. Donc ça, c'est un pan de la gamification et c'est pas le principal qu'on traite, nous, chez Arkham Studio, euh, parce que ça, c'est plutôt souvent sur des applications, des choses qui sont grand public dans l'objectif. L'objectif est de vendre quelque chose, donc d'avoir une rétention de nos utilisateurs. La gamification aussi, c'est pour moi mettre des mécaniques de jeu, mettre de l'interactivité dans quelque chose pour porter autrement un message, pour porter autrement un sujet, ou pour porter autrement du contenu de formation. C'est ça la gamification. Alors ludification, c'est donc en fait la même chose. C'est juste que hein, ça va dépendre du milieu dans lequel on est. Des fois, on va dire ludification parce que ça fait bien, on est un milieu un peu sachant.
on trouve que c'est cool. Des fois, on dit gamification parce que ça fait plus international, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-vous bien que c'est le même sujet. Alors, il y a le serious game au milieu de tout ça. Le serious game, le jeu sérieux. Encore une fois, la définition va pas être totalement claire. Tout le monde va avoir son usage, son appellation. Il n'y a pas encore d'AOC sur le serious game. En tout cas, on va se dire que le serious game, lui, c'est donc un jeu à part entière, complet, dont la mécanique est peut-être un peu plus complexe et va porter un sujet plus complet. Euh, on est moins, si on va ludifier quelque chose, c'est peut-être, je veux sensibiliser à un sujet de l'entreprise, genre un sujet assez classique, la santé, sécurité, etc. Et on va voir en surface des concepts pédagogiques, donc on va mettre du contenu mécanisé, du contenu de jeu. Un serious game, lui, il va plus être sur un sujet plus compliqué. Par exemple, nous, on a fait un sujet pour EDF International sur le déploiement de centrales électriques à l'étranger. Donc là, on a fait un serious game complet dont la mécanique et le contenu pédagogique vont vraiment de pair et vont la mécanique de jeu va vraiment apporter la compréhension du contenu pédagogique. Là, on sera dans ce qui est plus un serious game. En tout cas, dans tous les cas, sentez-vous libre de vous tromper. On utilise les mots un peu comme on veut. Et puis, dans tous les cas, ceux qui font genre, qui vous comprennent pas, sont toujours des imbéciles. Donc, on se comprendra très bien entre nous. Alors, comment on fait un serious game? Comment on gamifie? Qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, il faut un objectif clair. Alors, un objectif clair, ça ne veut pas dire mon objectif clair, c'est mon concurrent un serious game. Alors, moi, j'en veux un aussi. Bon, alors, il est très clair, l'objectif, il n'y a pas de souci, mais il ne servira à rien. Il faut un objectif clair et utile. J'aurais peut-être dû rajouter. Il faut qu'on comprenne pourquoi on veut ça. Ça peut être, cas classique, les équipes ne lisent plus les slides descendantes sur la sécurité au travail, ils ne font pas attention aux enjeux de sécurité. Il faut que je trouve quelque chose pour redynamiser tout ça. Là, on a un objectif clair, il faut quelque chose d'impactant qui va changer la vision de ces contenus d'information, qui va faire qu'on aura un meilleur engagement sur le contenu d'information. Un autre objectif clair, bah oui, c'est j'ai une formation sur un sujet un peu costaud et à la fin, j'aimerais finir sur une note peut-être plus collaborative et plus engageante qui permet de vérifier les compétences. Ok, on a un objectif qui est assez clair. Mais voilà, un objectif pas clair, c'est en fait, on a des problèmes sur je sais pas, sur l'inclusion. Voilà, on aimerait améliorer l'inclusion. Bon, on aimerait améliorer l'inclusion, super, mais pourquoi la gamification dans ce cas? Qu'est-ce qui se passe avec les autres sujets, les autres moyens de communication, les autres moyens de formation? Il faut toujours se dire pourquoi je veux utiliser quelque chose de gamifié. Si le seul objectif, c'est parce que c'est fun, ça marchera pas. Vraiment, moi, je me tire pas une balle dans le pied en disant ça. L'objectif, c'est quand même que vous compreniez l'enjeu. Si, si vous voulez juste un truc fun, il faut expliquer pourquoi ça doit être fun. Alors peut-être c'est parce que c'est en salon et que votre sujet est complexe et que les gens viennent pas sur vos stands et que là, il faudrait quelque chose d'un peu qui donne envie de venir sur le stand. Ok, on comprend. Mais si j'ai juste veux rendre ma formation fun, bon, bah, autant jouer à un vrai jeu, quoi, et puis faire une vraie formation. Voilà. Il faut définir clairement son objectif, pourquoi on gamifie. Alors ensuite, il faut un public cible bien défini. Déjà, une solution gamifiée n'est pas un fourre-tout. On ne peut pas dire, moi, je veux réaliser un outil de sensibilisation aux enjeux du numérique pour les 9-90 ans. Parce que clairement, déjà, le style visuel, le style graphique, il plaira. S'il plaît aux 9 ans, il plaira peut-être pas aux 18 ans et encore moins peut-être aux 80 ans. Et puis le contenu pédagogique, il peut pas s'adapter à tout le monde comme ça. Il faut une cible assez claire, assez restreinte. Euh, Sinon, évidemment, on va niveler par le bas et ensuite, les personnes qui ont déjà les compétences ne seront pas intéressées. Enfin, vous allez forcément perdre de la pertinence. Une cible bien définie, c'est vraiment, je veux dire, moi, dans mon entreprise, ceux qui vont utiliser, je sais pas, ce serious game sur les enjeux comment dire,
de droit à la concurrence, eh bien, c'est tous les commerciaux, l'intégralité des commerciaux de l'entreprise qui va de l'apprenti jusqu'au senior, et ils vont les utiliser dans quel cadre aussi. Donc, mon public cible, on doit définir dans quel cadre. On va me dire, oui, mais mes commerciaux, ils ne sont jamais sur site, ils ont toujours des smartphones, ils n'ont que 10 minutes ou 15 minutes de temps disponible, etc., etc. On va vraiment définir tout ça, parce que sinon, l'outil qu'on va faire, il va rester pour caler un coin de table et ce serait dommage. Il faut vraiment que, à la fin, la solution, le jeu qui va être créé, soit facile d'usage pour le public. Autant donc dans sa portée, dans son format, dans son contenu, tout ça doit être le plus facile possible. Une mécanique de jeu au service du besoin. Ça paraît bête, encore une fois, moi j'enfonce beaucoup de portes ouvertes, c'est ma spécialité. Des mécaniques de jeu, il en existe plein. Il n'y a pas de problème. Et puis, pour vous dire, moi je suis éditeur de jeux de société à côté grand public, donc on connaît plein de mécaniques de jeu. Dans la gamification, on va devoir réduire les mécaniques de jeu à leur strict minimum, à leur objectif principal, parce que la gamification, c'est pas découvrir une mécanique de jeu, découvrir du ludique pour le ludique. Si on veut avoir un plaisir de jeu pour le plaisir de la mécanique ludique, eh bien, on joue à un jeu vidéo, un jeu de société, il n'y a pas de souci. Là, la gamification, la mécanique de jeu doit clairement servir le sujet, servir le propos, servir la rétention de l'utilisateur. Elle doit avoir un sens. Donc, je dis, voilà, soit elle doit se dire, bah, cette mécanique, elle a permis d'accrocher des nouveaux utilisateurs qui n'avaient que rien à faire de mon contenu de sensibilisation, mon contenu de formation. Ou alors, elle doit avoir facilité l'accès à l'apprentissage, faciliter l'apprentissage, parce que cette mécanique raconte mon apprentissage. C'est des choses différentes. Un peu comme je disais au début, le serious game, qui va être plus sur sur ça. La mécanique raconte mon apprentissage. Puis la solution gamifiée, la gamification, elle est plus, c'est la mécanique va faciliter l'accès à la sensibilisation, l'accès à la formation, l'envie de découvrir. En tout cas, cette mécanique donc, doit servir le besoin comme ça. Si elle est compliquée, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que votre cible apprenante va commencer par essayer de comprendre la mécanique. Donc, si elle doit d'abord comprendre la mécanique, il faut se dire que directement, on va forcément perdre des gens. Et si on perd des gens, ben, on a perdu, quoi. C'est plus que l'objectif d'utiliser de la gamification pour former ou sensibiliser, c'est essayer de raccrocher encore un maximum de personnes qui n'étaient déjà peut-être plus intéressées par le sujet. Donc une mécanique simple et efficace qui va donc raconter quelque chose. Ça peut être par exemple une mécanique narrative. On a fait des jeux qui sont narratifs où on reprend des cas d'usage et on raconte une histoire. Et la mécanique de jeu pure, c'est-à-dire le fait est simple de pointer, cliquer, c'est assez facile. Hein, on va cliquer sur des éléments, mais on va suivre une histoire, on va faire des choix. Et ça, c'est une mécanique de jeu. Une mécanique de jeu, c'est pas forcément faire un jeu de gestion très lourd avec plein d'apprentissage de choses à faire, etc. Donc cette mécanisation, elle peut être facile et elle peut être facilitée aussi. Elle peut être facilitée par l'usage donc du digital. Il faut se dire que la gamification, c'est du physique ou du digital. On peut faire du jeu de plateau, on peut faire du jeu de cartes, on peut faire de la réalité virtuelle, on peut faire des solutions sur navigateur et autres. Il n'y a pas de règles non plus là-dessus. Mais si on prend un jeu de plateau, un jeu de société, là, on a des jeux qui sont hybrides, qui utilisent des applications pour que les joueurs n'aient pas à lire le livre de règles. L'application va raconter comment on joue et on suit simplement l'application, ce qui nous permet d'avoir une mécanique peut-être un peu plus complexe, mais on est sûr de ne pas se tromper. Puis on est sûr qu'on peut animer avec un seul formateur, par exemple, 50 personnes qui sont par groupe de 5 avec des jeux de plateau. Voilà, il y a plein de choses on verra tout à l'heure comment on peut faire une mécanique de jeu sympa. Et puis du coup, bah, évidemment, c'est générer de l'engagement, la gamification, c'est ça, c'est engager des gens sur un sujet. Si ça ne marche pas, bah, ça n'allait pas le faire. Donc autant, c'est pour ça qu'il faut bien préparer à l'avance qui est mon public, dans quel cadre il va l'utiliser, combien de temps il a à y mettre, est-ce qu'il avait envie, est-ce qu'il n'avait pas envie,
pourquoi je veux gamifier et qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Quelle mécanique peut porter tout ça? Comment je garde l'attention de ce public? Est-ce que c'est quelque chose dans la durée? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un temps très court? Est-ce que je veux récupérer des données? Est-ce qu'en fait, je ne veux pas récupérer de données et je veux juste que les gens participent? Tout ça, si c'est bien calibré, si ça correspondra bien à la cible et on va générer un maximum d'engagement et ça permettra de se dire qu'on a gamifié quelque chose, pas pour rien. Mais si, par contre, on en vient à ce que j'ai dit au début, ben moi, je veux gamifier un sujet parce que mon concurrent, il l'a fait, je pense que je dois le faire aussi, et qu'on calibre pas tout comme il faut, on ne générera pas du tout d'engagement, on aura fait un effet qui sera sûrement déceptif, avec un usage très faible, et ça ne marchera pas. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que la gamification, ça n'est pas magique, ce n'est pas parce qu'on rajoute des étoiles et 3 choix dans un jeu ou dans une solution ou dans un quiz, dans ce qu'on veut, que ça marchera bien et que d'un coup, tout le monde va s'accrocher au truc et va se dire: «Waouh, j'adore être sensibilisé à des sujets, hyper techniques de l'entreprise». Non, ça, il faut se dire que, ça ne marchera pas forcément si on n'a pas bien tout préparé. Et on peut, par contre, gamifier plein de choses. Nous, on travaille sur des sujets extrêmement variés. On a, pour donner des exemples assez larges, on a réalisé un wargame pour le commandement de l'espace de l'armée française sur les enjeux géostratégiques des satellites dans le cadre de théâtres d'opérations au sol. Et ça, on a gamifié ça. On a gamifié, donc, comme je disais tout à l'heure, pour EDF International, une solution, le financement et le déploiement de centrales à l'étranger. On a gamifié la sensibilisation pour des parents à la cyberpédocriminalité. Donc, on peut gamifier plein de sujets. Euh, voilà pour un petit aperçu sur qu'est-ce que c'est dans le global, qu'est-ce que ça peut être la gamification. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager un, un tableau sur lequel vous pouvez y avoir accès. Et puis, je propose qu'on crée ensemble un concept, qu'on parte sur se dire, bah, on va créer un sujet, on va gamifier quelque chose ensemble et on va se poser des questions là-dessus. Alors, je vais faire ça. Normalement, normalement, c'est bon. Si ça vous va, on peut faire ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que non, si vous pouvez rejoindre, alors je ne sais pas si, voilà, vous pouvez rejoindre le draft.io et puis vous pourrez sinon échanger sur la conversation. Ce que je propose, c'est qu'on va créer un concept de serious game ensemble. Donc, il ne faudra pas hésiter à proposer des idées. Ce qu'on va se dire, c'est on va imaginer une entreprise. On va imaginer une entreprise type. Donc là, on peut faire ça. Tac, hop là. On va imaginer une entreprise qui pourrait avoir un besoin et un problème. Alors, je vais vous laisser, normalement, vous avez tous accès à un peu tout ça. On peut se donner des idées sur le petit post-it entreprise qu'on réduira après, on va le mettre un peu plus gros. Et puis, Alors, on il peut suffit imaginer, de double-cliquer et normalement, vous avez un post-it qui devrait apparaître et vous pouvez taper dans le post-it si jamais. Ouais. voilà, Et si allez-y. c'est pas un post-it, faites clic droit, transformez-le. Il y a une petite option au besoin. Vous pouvez mettre des mots partout, c'est pas grave, on les mettra dedans après. Euh, Proposer des idées d'entreprise, alors plutôt de secteur. On peut dire, on imagine que c'est une entreprise de l'énergie, on imagine que c'est une entreprise de la banque, on imagine. Voilà, on va se trouver une entreprise ensemble, et puis on va lui trouver un secteur, on va lui trouver un problème, on va lui trouver ensemble des solutions. Je vous laisse me proposer quelques idées. Alors, on a la banque, on a autre chose que la banque. Moi, je vais proposer. On va avoir on a l'assurance. L'assurance. C'est proche de la banque aussi. Hein. On est en Suisse. Ouais. Ouais. On a le secteur. Hop, on va avoir l'énergie. Le bâtiment. Le bâtiment, par exemple.
Organisation commerciale. L'horlogerie, bah oui, on est en Suisse, en fait, voilà, c'est pour ça. Allez-y, je vous laisse proposer. Quand on pourra, en fonction du temps qu'on a, on pourra imaginer plusieurs concepts. On va les laisser sur le côté. Tac, l'aéronautique, pas mal, on a pas mal travaillé avec l'aéronautique. Super. Hop. Bon, c'est pas mal là. On a déjà plein de choses. Hop. On est pas mal. Vous pouvez en rajouter pendant ce temps-là, il n'y a pas de souci. On a pas mal d'idées d'entreprise. Alors, ce que je propose, c'est on va en prendre une première. Euh, on va en prendre une première. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut aller chercher l'univers très large de l'armée. Tiens, on va commencer. On va aller chercher l'armée. Alors, l'armée, tac, on va lui créer une. Ah oui, je passe ça devant, peut-être, ça marchera mieux. Euh, on va lui créer un problème ou une problématique. Je vais vous proposer d'imaginer donc une problématique. Les problématiques, hein, enfin, vous les connaissez, je pense, mais elles peuvent être assez génériques. Donc, on peut avoir les problématiques de santé-sécurité, hein, les problématiques de RSE, de qualité de vie au travail, mais on peut avoir d'autres problématiques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans l'armée? On va prendre un deuxième, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va prendre, on avait la banque au début. Allez, on va prendre la banque. Tac. Alors, opération militaire spéciale, on est sur du recrutement. Ok, formation à la guerre. Hop. Alors, je vous laisse mettre sur la banque aussi pour ceux qui veulent, qui ont plus de passion pour la banque que pour l'armée. N'hésitez pas. Posez aussi. La santé mentale, c'est pas mal ça aussi. L'achat d'avion, bah, ça va nous rejoindre l'aéronautique. On pourra regarder des choses justement qu'on a fait là-dessus. Et si on se disait, alors pendant qu'on avance sur la banque, si on se disait qu'on part sur la santé mentale dans l'armée, si vous voulez bien. Hop, on va partir sur ça. Alors, Est-ce que je peux tout bouger? Non, il faut que je fasse comme ça. Hop, comme ça. Non. Ah, ok. Ça, on va se les garder de côté. Hop, pour l'instant. Et partons sur un peu de santé mentale dans l'armée. On peut, avec sécurité des données, c'est très bien ça aussi. Ok, la santé mentale dans l'armée. Alors donc l'armée nous contacte, admettons, nous sommes tous ensemble une entreprise de gamification, et l'armée nous contacte sur la santé mentale pour ses militaires de terrain, je pense, hein. Ça me paraît très logique. Euh, et ils veulent les sensibiliser au sujet de la santé mentale. Alors, à mon avis, en général, ça va être parce que justement, c'est un côté inclusion, c'est sensibiliser aux signaux faibles. Comment mes collègues, je peux détecter des problématiques, des problèmes de santé mentale auprès de mes collègues. Et donc, on est dans l'univers de l'armée. Alors, dans l'univers de l'armée, on va rester sur ce petit post-it
Et puis, on peut noter, on va créer, on a ça comme brief ensemble. Ils nous disent, nous, on a des recrues, des hommes de rang, il y a des enjeux de santé mentale, des enjeux par exemple, de manque de reconnaissance, donc des personnes qui considèrent que ça n'existe pas, voilà, c'est pas un problème, voilà. Et des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et puis donc un besoin de sensibiliser au sujet. Ils disent, on n'arrive pas à faire passer ce message, et puis on aimerait que les gens comprennent. Alors, c'est intéressant parce que là, le sexisme, homophobie, santé mentale, on va voir des sujets qui sont proches, qui sont de sensibiliser à des sujets où des gens vont avoir des avis un peu difficiles. Des fois, il va falloir aller les chercher pour les mettre dans des situations où ils vont se dire, OK, peut-être que en fait, je me trompe. Le harcèlement aussi. Donc, dans l'armée, eh bien, on va essayer de dresser un peu les problèmes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme enjeu? Notre public cible, c'est des hommes et femmes du régiment qui ils ont du temps, mais alors on a déjà un premier souci. Vous pouvez noter ce qui vous vient par la tête de quels freins. Nous, on travaille beaucoup avec les freins. On va dire que nos contraintes. Quelles contraintes on va avoir pour pouvoir sensibiliser ces gens? On peut noter sur le post-it des contraintes pour pouvoir sensibiliser à travers la gamification. Moi, j'en ai une première, c'est des contraintes d'hébergement des données. Elle voilà, elle est importante parce que, en fait, on est dans l'armée, voilà, RGPD, on est dans l'armée et on est tout de suite un peu contraint par tout ça. Donc, on va leur dire, ouais, il y a un souci sur l'hébergement des données. C'est qu'il va falloir soit l'héberger chez vous, soit il faudra un serveur dédié qui va coûter très, 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 très cher. Donc, déjà, on est obligé, hein, je rentre sur des trucs moins gamifiés, mais ça fait partie de notre sujet. On est obligé de dire, il va falloir avoir un rendez-vous avec vos services IT si on veut faire quelque chose, parce que ça ne sert à rien qu'on imagine un concept si derrière, on ne pourra pas le déployer. Donc, on va imaginer qu'on est dans la capacité de le déployer, qu'on a réussi à contacter les services IT. Là, on a déjà pris 4 ans dans la vue, mais c'est pas grave. En tout cas, nous voilà arrivés. Donc, la confidentialité des identités, l'éthique, oui. Alors, donc, il va falloir que ce jeu, eh bien, il soit anonymisé. Parce que sinon, les gens ne voudront pas jouer un jeu, alors on va dire jouer là, hein, mais bon, un jeu sur la santé mentale, parce ils voudront pas répondre ils vont se dire, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a un quiz, est-ce que je vais devoir parler de moi, et est-ce que aussi, ben, mes données vont circuler, mon chef va savoir que moi j'ai des angoisses, des problèmes, etc., etc. Donc rien que quand on se fait cette mécanique-là, qu'on se dit ça, on se dit, bah, le jeu, il doit pas faire ça. Il doit pas être un quiz. Il doit pas faire poser des questions parce qu'on est sur un sujet à la santé mentale où les gens vont pas avoir envie de répondre aux questions. Alors, on va aller chercher quelque chose qui est immersif. Parce qu'on a aussi un public, on se dit, on a un public qui n'a pas, qui a probablement des idées préconçues et il faut le faire rentrer dans quelque chose. On va aller chercher quelque chose d'immersif. Donc, on est sur du digital, on est immersif. On a d'autres soucis. Nos, nos, euh, nos militaires, ils n'ont pas forcément le temps de disponible pour se retrouver en salle. Voilà, ils vont le dire, ils vont pas se retrouver forcément en salle. Et puis, peut-être qu'ils n'ont pas envie de jouer en groupe à un jeu sur la santé mentale. Donc, on a ces soucis-là. Vous pouvez, n'hésitez pas à rajouter d'autres éléments sans problème. Donc, on a un sujet tabou. En effet, bah, ça va avec l'idée de se dire, ouais, ils vont pas vouloir jouer en groupe. Le sujet est tabou. J'ai pas envie de parler avec mes collègues de santé mentale. Il faut que le jeu disponibilité, voilà, un peu partout. Ça va être un sujet un peu complexe. Donc, il y a la disponibilité liée au service IT. On va déléguer ça. C'est important quand on fait de la gamification. Nous, les enjeux d'hébergement, les enjeux d'accès, on les délègue à notre client, qui sont souvent des grands groupes, pour qu'il n'y ait pas de frein. Eux, ils vont gérer leur RGPD, leurs données, tout ça. Ça évite que ça circule chez nous. Voilà, ils peuvent être interrompus pour une urgence pro. Donc là, on a des gens qui ne pourront pas se retrouver en salle
qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne voudront pas vraiment en parler et qui sont qui n'ont pas beaucoup de temps, qu'il ne faut pas en parler, qu'il faut être en salle, qui ne voudront pas être en groupe. Bon, on a plein de freins. Mais c'est comme ça qu'on va créer un jeu. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait pas listé les freins, on aurait dit, on va faire un quiz sur la santé mentale. Alors, autant vous dire, je suis pas venu ici pour vous expliquer comment on fait un quiz. Tout le monde sait faire un quiz, tout le monde sait utiliser Kahoot ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien pour dynamiser des moments, il n'y a pas de souci, mais la gamification, c'est autre chose. Ok, alors on peut se dire qu'on fait quelque chose d'immersif parce qu'il il faut que la personne puisse se plonger dans un univers et se transposer. Ne pas dégrader la santé mentale des participants. Aussi, voilà, on n'est pas là pour juger, ça ne doit pas être moralisateur. Alors, on va attaquer les choses, on va se dire, ben, je crée en même temps, hein, donc peut-être que des fois, ce que je vais raconter, ben, je vais tomber à côté parce que créer des jeux à la volée, ça ne marche pas toujours. On va se dire que on va faire quelque chose sur les signaux faibles, pour que le joueur, il va vivre une histoire plutôt narrative parce qu'il n'a pas le temps d'écouter des règles de jeu, plutôt chapitré en chapitre court parce qu'il n'a pas beaucoup de temps et qu'à tout moment, on peut lui dire de venir faire quelque chose et que si on le coupe dans le milieu de son jeu, sa formation, son outil de sensibilisation, mais il n'y reviendra pas. Donc, on imagine quelque chose, je sais pas, de chapitré en 4 chapitres de 5 minutes, par exemple. Et chaque chapitre va être un moment de l'histoire. En plus, si on fait des chapitres, eh bien, il n'y a pas l'histoire de si j'y arrive pas, si je me trompe, je fais que me tromper. Et puis à la fin du jeu, admettons, c'est pas bon. Donc là, ce chapitre, on redépart à zéro. On raconte, donc on va faire quelque chose, j'ai tendance à redire la même chose, immersif, chapitré et court. Immersif, mais qui va le toucher lui sans lui raconter son histoire, quelque chose de générique. On va imaginer des situations où on dit clairement, il faut par exemple, dans ce groupe, dans ce régiment, il y a des gens qui vont mal. Dès que trouver les signaux faibles qui pour vous montrent qu'il y a des problèmes, on n'est pas sur un objectif de diagnostic. Les gens ne sont pas là, on n'est pas pour leur dire, il faut se trouver qui est schizophrène et qui est bipolaire. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt leur dire, hey, regardez, en fait, autour de vous, il y a des gens peut-être qui vont mal et peut-être qu'en fait, vous allez mal et vous avez le droit. Et on va vous sensibiliser à ce sujet qui est difficile. C'est juste ça. Donc, pareil, le contenu pédagogique, ben là, on vient dessus en même temps. Le contenu pédagogique, il est limité. On n'est pas là pour faire, donc, comme je disais, un quiz avec du contenu, des définitions. On ne va pas vouloir, là, à ce moment-là, expliquer à nos militaires la définition précise de schizophrénie ou de troubles des conduites. Ça n'a aucun intérêt à ce moment-là. Là, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, quand ils auront fait leurs 4 chapitres de 5 minutes, ils se disent, OK, en fait, il y a des gens qui vont peut-être pas bien. Et si mon collègue, des fois, il a envie d'être en retrait, peut-être que c'est des signaux qui veulent dire qu'il y a un mal-être. Et peut-être que je sais plus ou moins ce qu'il faudrait mettre en place, ce qu'il faudrait déclencher. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'à la fin aussi, on leur ouvre les possibilités d'action. Pas de devenir des soignants, mais de dire quand quelqu'un va mal, bah, il y a des numéros, il y a des moyens de le faire, il y a des choses comme ça. Donc ce jeu, bah, il va être sur smartphone, c'est sûr, parce que bah, nos militaires, ils se déplacent avec leur smartphone. Il est sur smartphone, il a un accès pro, sécurisé, il est narratif, il raconte l'histoire d'un petit régiment qui peut-être reviennent de mission. Donc on rejoint d'ailleurs ici, on avait PTSD, voilà, qui reviennent de mission. Ça a été difficile et on va vivre cette expérience. Ils pourront forcément se transposer ou alors se transposer à travers des collègues, des histoires qu'ils ont vécues. On va vivre cette expérience. Peut-être qu'on peut vivre cette histoire. Donc, ce serait une mécanique un peu de visual novel. Donc, on a des personnages qui arrivent avec des choix à faire qui sont narratifs, à embranchement. Peut-être qu'on peut avoir des mécaniques par-dessus de jauges qui vont plus ou moins monter. Mais en tout cas, je pense que ce genre de jeu, c'est pas un jeu avec une victoire. C'est pas un jeu où à la fin on a un score. Parce on met pas de score sur un sujet sur la santé mentale. Pour moi, on met pas un score à la fin. On ne dit pas bravo, vous avez bien soigné ou mal soigné vos collègues. C'est plutôt, OK, j'ai participé, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas, je suis sensibilisé. Voilà, par exemple, pour le sujet sur l'armée. Ce que vous pouvez faire, hein, moi, je suis ouvert aux échanges, aux questions pendant, même s'il y a des questions après. Si ce que je vous raconte vous paraît pas forcément juste, pas forcément clair,
vous n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat en parallèle. J'y répondrai sans problème. On va raconter notre histoire de banque. La banque a un problème alors, de fusion. Alors là, c'est compliqué, gamifier la fusion-acquisition. On va dire qu'il y a un problème de sécurité de données plutôt. C'est plus facile quand même. Alors la sécurité de données, là on va être sur quelque chose, on peut avoir plusieurs niveaux de problématiques de sécurité de données, hein. Soit on veut former nos IT à un niveau supérieur sur du contenu de formation, mais en général, on va plutôt sensibiliser. Je vous prends plutôt des choses plus classiques, hein. On va plutôt sensibiliser tout le monde aux enjeux de sécurité de données pour éviter que la banque subisse une cyberattaque. Cas assez classique. Alors du coup, on va définir notre public. Donc si l'enjeu c'est la sécurité de données et que c'est la banque, on a dit c'est tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde de la banque. Parce que n'importe qui a accès à un ordinateur dans la banque, de la personne d'accueil, on peut plutôt prendre la banque un siège, un siège social, hein, pas juste une agence, de la personne de l'accueil, des services IT, marketing, com, tout ça, tout le monde doit connaître les bases de la sécurité des données. Donc là, on peut avoir plusieurs solutions. On pourrait se dire, on va d'abord se dire, est-ce qu'ils ont du temps? Alors, si c'est tout le monde, en fait, ça va être difficile de trouver du temps avec tout le monde. On pourrait se dire, OK, mais en fait, il y a une obligation de tous les managers de chaque corps de métier de faire passer cette solution sur la sécurité des données. Et notre client, il aimerait que ça suscite des débats. Parce qu'en fait, il dit, on fait plein de solutions descendantes, et puis on a déjà fait des quiz, on a déjà fait des e-learning, et en fait, ça ne change pas. Les mots de passe sont écrits sur des post-it sous les claviers, et tant d'autres choses. Donc là, il nous dit, moi, j'ai ce problème-là, on a fait plein de choses. Donc, on va leur dire, OK, on va faire quelque chose de participatif, on va faire quelque chose de collaboratif, on va échanger ensemble. Parce que on va gamifier ça, c'est-à-dire qu'on va en générant du débat et de l'investissement à travers le débat. Les gens ne viendront pas si on leur dit, ben, c'est forum débat sur la sécurité des données. Donc, ou formation échange, parce que les gens ne voudront pas échanger en formation comme ça. C'est pas si facile. Donc, on va se dire, OK, est-ce que vous pouvez faire des groupes? Ils nous disent, oui, on peut faire des groupes de travail par secteur, pas de problème. Ils ont mis les moyens, c'est cool. Donc là, ces groupes, eh ben, ce qu'on pourrait proposer, ça va pas être une solution digitale, mais ça va être une solution physique. Ça va être un jeu de plateau, un jeu de cartes, enfin, peu importe la forme que ça prendra, mais en tout cas, l'idée, c'est de réunir des gens autour d'une table à travers une mécanique de jeu qui va les faire parler, qui va les pousser dans des choix qui seront bons ou mauvais, mais qui les permettra aussi en interne et avec la mécanique de jeu de s'auto-corriger, ou du moins de se challenger. Euh, alors, peut-on gamifier pour faire de la gamification d'un thème? Euh, C'est-à-dire de la gamification d'un thème. Bien que tu précises. Euh, donc là, la partie, donc là, mettons donc nos personnes sont ensemble, on peut les mettre ensemble, on peut les réunir ensemble. Un jeu, au bout de 30 minutes, c'est très bien. 45 minutes, ok aussi, c'est cool. Plus, c'est pas possible. Plus, c'est pas possible. L'attention va être relâchée. Un autre point, si on fait des jeux plateau, il faudrait que nos joueurs soient de 3 à 6 par table, pas plus. Parce que si on met plus de 6 personnes, vous aurez un alpha player. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre le lead et qui empêchera les autres de participer à cette formation et va leur dire quoi faire. Donc ça, c'est gênant. Et puis, on a un game flow un peu lent. En fait, on va avoir, si on joue chacun son tour, admettons, eh bien, ce sera un peu trop long. Donc, on se dit que 6 joueurs, c'est bien. Mais notre client va nous dire, oui, mais moi, mes groupes, enfin, mes services, ils sont 25. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un jeu où on peut mettre 5 tables en même temps de jeu. Ces 5 tables vont pouvoir jouer facilement parce que j'ai qu'un seul formateur pour mes 5 tables en autonomie. Donc là, on va rajouter une application qui sera une application compagnon.
Donc notre jeu devient hybride parce que c'est notre application qui va raconter les règles et qui va raconter l'histoire et qui va faciliter l'accès au jeu. Si on est sur la sécurité des données, ça peut être intéressant d'être un jeu en équipe, collaboratif, mais en équipe. Si on est sur 6 joueurs, ben on est du 2 équipes, 3 contre 3, parce qu'on peut avoir des hackers et puis un service IT, par exemple. Même si les gens n'y connaissent rien, l'idée, c'est de leur faire vivre cette situation pour leur faire comprendre des erreurs qu'ils peuvent faire ou ce qui se passe de l'autre côté, pourquoi les données doivent être sécurisées, et puis qu'à la fin, là, on peut avoir du scoring. Sur ce genre de sujet, on peut avoir du score. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, si on a 5 tables en même temps de jeu, on a un score, et les tables vont pouvoir chacune dire leur score. Et donc, ça crée une suite à la gamification, une suite à ce jeu-là dans la formation. Ce petit jeu de plateau qu'on leur proposerait, eh bien, il serait sur, je sais pas s'il dure 30 minutes ou 45 minutes, il serait sur 2 heures de temps de formation dans lesquelles on va introduire, expliquer, ils vont jouer, puis après, ça ouvre le débat. C'est ça aussi la gamification, c'est que notre jeu, il a fait découvrir, là, il n'a pas sensibilisé, il n'a pas formé, il a fait découvrir vraiment les problèmes, ce que je fais moi, mes mauvaises pratiques, mes bonnes pratiques, et pourquoi ça, pourquoi on m'impose on m'oblige à faire comme ça, comme ça, comme ça. On a joué à ça, et puis si on est sur un challenge, si on est en équipe les uns contre les autres, les gens ont vraiment participé parce que l'envie de gagner, elle est toujours là. Donc, on y a joué, on s'est rendu actif dans la formation. Et une fois qu'on a joué et que c'est fini, eh bien, très, très, très souvent, nos joueurs apprenants, à ce moment-là, ils ont très, très envie d'expliquer ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont mieux fait potentiellement que les autres. Et là, notre formation, elle se déroule hyper facilement. Donc, ce serait une idée. Si on était sur notre banque qui veut sécuriser ses données, bon, on leur fait donc ce jeu sur la sécurité des données, le jeu de plateau qui lui est pas immersif, lui il est pas narratif, je veux dire. Je pense qu'il est challengeant et il est facile avec des cartes qui représentent un peu les différentes actions, avec des cartes de défense, avec des mises en place. On a un petit peu de gestion et puis on a notre application qui vient nous dire à qui c'est le tour, qu'est-ce qu'il faut faire. On n'est jamais perdu. Voilà pour une autre idée de ce qu'on peut, ce que l'on peut faire. Je regarde le temps qui passe pour pas prendre trop de temps et, euh, et vous embêter aussi sur mes sujets. On pourrait prendre, Je peux t'interrompre pour une question? vas-y, bien sûr. Quand tu pars donc de l'entreprise, la problématique que tu veux traiter, les contraintes et les freins, et après tu axes la réflexion sur la solution. À ce moment-là, vous avez un arbre de décision en disant dans ce type de contraintes, on propose ça, ou vous proposez plusieurs options au client et c'est le client, à partir de l'élicitation des contraintes, qui Ouais, détermine ce qui marche pas. alors, comment ça va marcher? Oui, c'est ensemble. C'est-à-dire que on a une phase de co-création vraiment. Il va nous dire sa problématique. On va ensemble, moi, j'ai posé toutes ces questions de mais c'est qui est-ce qui va s'en servir, mais pourquoi il va s'en servir, mais pourquoi on ne fait pas autre chose, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Et petit à petit, je vais dire, OK, donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire un jeu sur navigateur, sur mobile. Et là, il va dire, non, non, c'est pas possible, vous n'avez pas dit qu'en fait, on ne peut pas faire sur mobile parce que, tac, tac, tac. OK. Et ensemble, tout comme ça, on va co-construire et trouver ensemble ce qui semble être la bonne solution. Je vais amener mon expertise, dire pourquoi ça, je préférerais ça ou ça. Mais l'idée, c'est que le client, lui, peut contrer à travers des arguments qui sont les siens de sa connaissance de son métier, de ses apprenants. Je sais pas si ça Donc répond c'est une à ta question. co-création, en fait. Oui, c'est ça, c'est une co-création. Parce qu'il faut vraiment qu'à la fin, nous, ce qu'on va délivrer, notre client doit s'approprier vraiment l'outil et en être fier et content et ne pas se dire, ah bah, ils m'ont fait ça, mais moi, j'étais pas forcément à l'aise avec. Euh, Ok. on peut reprendre. On peut reprendre une autre. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, je considère deux choses. Soit que c'est que je vous ai tous endormis, soit que c'est ce que je dis est trop bien. Je pars du principe que je vous endors. Euh, on va acheter des avions, si vous voulez bien. Allons acheter des avions. Donc, si on achète des avions, notre client, c'est l'aéronautique, ce serait mieux. Hop, tac. Notre client, c'est l'aéronautique. Et en fait, ils vont pas acheter des avions, ils vont vendre des avions, on va le dire plutôt.
Euh, on va vendre des avions. En fait, on a un sujet là, on va s'imaginer, on peut faire un peu, bah, vous pouvez me donner des idées si vous voulez. L'enjeu, c'est l'achat, la vente d'avions. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme sujet? Quelles De contraintes on ligne, pourrait... de ligne ou de l'armée? Des avions, eh ben, on va acheter plutôt pas des avions complets. On va acheter c'est plutôt de la vente, ouais, de la vente d'avions. Allons-y. Allez. De lignes, hein, plutôt, parce que aéronautique. Ou de pièces d'avion, parce que de pièces d'avion, parce que des avions entiers, Sinon, ça peut être des avions de tourisme. pièces d'avion ou avions de tourisme, ouais. Parce que sinon, on va être content avec l'armée, ça va être. Ouais, donnez-moi voilà des contraintes qu'on pourrait nous donner, nous dire qui est-ce qui veut, qu'est-ce qu'ils veulent former. Donc là, ils veulent former sur la, la vente, la vente de leurs pièces d'avion et de leurs avions de tourisme. Mais ils ont pourquoi ils veulent trouver des solutions? Est-ce qu'ils veulent se différencier? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je veux bien. Vous pouvez me proposer des idées. Donc, ne pas acheter américain parce que Trump et Boeing, pourquoi pas. Qui veut, je pense que c'est pour leurs services. Ça va être les services commerciaux, hein, pour la vente. C'est pour eux. Ouais, super. Euh, donc, c'est pour nos services commerciaux. Ils ont la qualité du service. Ouais, il y a des enjeux de qualité du service, très bien. On peut se dire que ils veulent améliorer la qualité du service. Alors, il y a des choses qui sont là en bas. Système maintenance et la progression des pièces détachées, assurer la souveraineté nationale. OK. Donc là, on va essayer de trouver quelque chose. Yes. Très bien, on a pas mal de trucs. Donc, on a un secteur aéronautique qui vend des pièces d'avion et des avions de tourisme. Et ils ont donc un sujet, c'est c'est de faire valoir leur qualité nationale et vis-à-vis de ce que font, par exemple, les Américains. Et dedans, donc là, ils veulent montrer qu'il y a une transition, eux, ils travaillent sur la transition écologique, sur la souveraineté nationale, que c'est une boîte qui facilite la maintenance et la production des pièces détachées. Et alors, au final, je pense qu'on n'est pas les services commerciaux qu'on est en train de former, on veut sensibiliser nos clients. Là, on a une solution qui est là pour rassurer le client. Rassurer les clients sur un salon professionnel. On va aller au Bourget, tiens, très bien. Nous sommes au Bourget et on a besoin de rassurer nos clients sur tout ça, sur notre capacité à avoir quelque chose de souverain, d'écologiquement le plus aux normes possible et qui est de meilleure qualité, du moins un meilleur service que les services de concurrents américains. Euh, c'est pas facile ça, hein. Là, c'est pas facile. Donc, sur les salons, on est vraiment sur quelque chose d'assez différent. Là, on va gamifier vraiment pour attirer les gens, attirer les clients et faire de la démonstration de force. On est là on n'a pas de temps à perdre. Le client, il doit se dire, OK, ça m'a donné envie de venir sur le stand, j'ai découvert des trucs, il n'est pas parti, il est resté 3 minutes et ça lui a donné envie de causer à quelqu'un qui était sur le stand. On est sur des salons très pros. Et ça a facilité l'animateur du stand, son accès aux prospects. Ça a levé un maximum de freins. Ça, c'est l'objectif de la gamification dans ce moment-là, qui va le faire à la place de l'humain. L'idée, c'est de le faire à la place de l'humain. Donc, on ne va pas faire une roue à tourner sur notre stand, comme il peut y en avoir. C'est rigolo, c'est sympa, mais ça n'amène aucune de ces valeurs-là. Si je tourne ma roue, où il y a écrit souveraineté nationale, etc., enfin, on n'a pas raconté quelque chose. Sur un stand
les personnes, donc pour qu'elles viennent, il faut quelque chose de voyant. Alors, on pourrait se dire, tiens, on va faire de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, elle a des contraintes assez costauds. Il faut un animateur pour peut-être 2 casques, 3 casques maximum. Il y a des contraintes il faut nettoyer le casque, il faut quand la personne met le casque, est-ce qu'elle sait bien s'en servir? Est-ce que si on ne voit pas ce qu'elle voit et qu'elle ne sait pas où elle est, il faut reprendre son casque, etc. Donc tout ça, ça peut être contraignant. Donc ça veut dire qu'il faut penser tout de suite, qu'il faut un retour, qu'il faut une personne dédiée, qu'il faut charger les casques. Là, on est vraiment dans la pratico-pratique. Et puis de toute façon, c'est pas avec un casque virtuel qu'on racontera ce qu'on a voulu dire ici, c'est-à-dire que nous, on est une entreprise souveraine, etc., etc. Donc là, on pourrait avoir quelque chose peut-être on se dit, on est au Bourget, il y a plein de monde, donc il faut quelque chose qui a de la gueule. Il ne faut pas juste une petite borne tactile. Ça marche, ça a des petites bandes tactiles qui racontent une histoire, qui dit nous on fait ça, 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 avec des petits jeux faciles. Enfin, je pense qu'on peut faire quelque chose de très grandiloquent, avec un gros mur énorme. C'est des choses qu'on a pu faire des fois. Un mur avec des tablettes qui sont connectées au mur de LED, et que quand on utilise la tablette, ça se répercute. On envoie des choses sur le mur en face. Donc là, on peut avoir quelque chose. Là, on est vraiment sur du simple et sur du visuel. On envoie des mots-clés qui viennent s'accrocher sur des éléments qui ensemble vont former quelque chose. L'idée, c'est de se dire, moi, j'imprègne dans la tête du prospect il joue, il est venu sur mon stand, il s'amuse avec un outil, ça lui imprègne des éléments de ma narration de mon entreprise que je veux qu'il ait en tête quand je vais venir le voir. Et en même temps, on a fait ça quelque chose de très grand sur le stand avec un grand mur LED. Donc, il y a tout le monde qui le voit en même temps. Et donc, ça fait que d'autres personnes vont vouloir venir ici. Alors, on est loin de notre sujet où on fait former des gens, on les fait asseoir, etc. autour d'une table. On a un outil vraiment donne envie d'y aller, on reste 3 minutes, même pas 30 secondes dessus, on tire des trucs et on envoie des mots-clés, et là, tout le monde l'a vu, et c'est tout simple. Alors, encore une fois, je fais du game design à la volée, c'est pas le meilleur truc du moment, mais c'est ce qu'on pourrait imaginer si on veut se démarquer des autres et si on veut que juste faire venir des gens sur un stand et remplacer pendant les 30 secondes, premières minutes, notre animateur pour pas qu'il ait à dire tout ça. En termes de coûts et d'efforts, alors question, donc en termes de coûts et d'efforts, quels sont les jeux les plus accessibles? Le jeu de plateau a une facilité d'accès parce qu'on va pas s'embêter avec toute la partie hébergement, gestion des données, mise à jour, maintenance. Ça, le jeu de plateau, pour ça, il est facile. Là où il est facilitant aussi, c'est pour les tests. On peut facilement imprimer, découper et tester. Euh, il est moins inquiétant pour le client qui ne voit pas forcément ce qu'on fait quand on rentre en phase de développement d'un jeu qui est digital, qui a du mal à se projeter, c'est logique. Alors que nous, on dit, bah non, là, on ne peut pas jouer, donc, alors qu'un jeu de plateau, on peut facilement le jouer. Ce qui est coûteux, ce qui sont les jeux qui demandent plus d'efforts, c'est dès qu'on va avoir, par exemple, un jeu digital multijoueur. Ça, dès qu'on est sur du multijoueur, ça demande beaucoup d'efforts, autant d'expérience utilisateur, d'interface, donc de facilité d'usage, que de développement, de technologie, de game design, il y a plein de choses. Euh, Quant aux jeux qui demandent peu d'efforts pour un maximum de résultats qui nous a surpris, des jeux qui demandent peu d'efforts, bah, je vais pouvoir je vais pouvoir vous montrer des idées enfin, des jeux qu'on a réalisés aussi. Ce que je propose, que je peux passer à ça si vous voulez. Alors on a déjà fait, enfin, j'ai brossé différents éléments. Je ne sais pas si vous voulez, vous pouvez noter dans les questions si vous voulez qu'on réimagine d'autres idées de jeux. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Et ce que je peux faire, c'est vous montrer nos réalisations. Et vous n'hésiterez pas à rebondir dessus, ça vous permettra de vous donner une idée de ce qu'on fait. Donc, sauf cas contraire, j'arrête le partage de cette partie-là, et puis je passe sur des exemples de réalisation. Ça vous va? Je prends ça pour un oui. Let's go. Voilà.
Désolée, j'ai pas vu que j'étais en mute. Pour moi, oui. Ma question, c'est par exemple si je veux commencer la gamification pour vendre ça à mon entreprise. euh, je vais commencer sûrement par un jeu simple, donc probablement un jeu de plateau. Trouver un contexte dans lequel le jeu de plateau est adapté. Et puis après, il y a un truc spécial pour le rendre intéressant. Alors, Parce que je peux faire 24 heures sur un Tetris, mais peut-être pas tout le monde, tu vois. c'est ça. Comment on va rendre intéressant mon jeu de plateau? Eh bien, c'est encore une histoire de cible, mais dans tous les cas, déjà, on va limiter la mécanique de jeu pour éviter que les joueurs n'aient pas envie de venir, qu'ils disent, oh, c'est bon, c'est un jeu, c'est compliqué, je vais pas comprendre. C'est important qu'on perde personne. Il y a les visuels hein, qui disent, qu'on se dit, OK, c'est cool, ça me représente, par exemple, sur l'entreprise, un jeu de plateau sur l'entreprise, bah, ça représente mon entreprise, ça me donne envie, tiens, je me dis, oh, c'est marrant, ça me fait penser à machin, etc. Il faut qu'on se transpose, qu'on se dise, ah, ça me fait penser à cette situation. Tiens, OK. Le matériel de jeu, le matériel de jeu avec lequel on va jouer physiquement, on va utiliser dans les jeux de plateau. Il n'y a pas que les cartes, il y a les plateaux, il y a des cubes, il y a des petits personnages qu'on appelle des meeples, des standees, il y a des punchboards, il y a plein d'objets. Et tous ces objets-là font que ça nous donne envie de les utiliser et d'aller au bout. Le contenu de formation, donc ensuite la mécanique de jeu qui porte le contenu aussi, on se dit on se dit ah ouais c'est cool, ça me rappelle quand j'ai fait ça, ça me rappelle quand j'ai fait ça, ça doit vraiment nous rappeler des choses de notre travail pour nous de nos sujets pour nous impliquer. Puis il y a la durée qui est annoncée, c'est-à-dire que dès le début, si on vous dit ce jeu dure 30 minutes, il n'y a pas d'inquiétude, ça dure 30 minutes et il n'y a pas de souci, on arrivera au bout, on n'est pas inquiet en se disant putain, et quand est-ce que ce quiz il s'arrête, quand est-ce que ce quiz il s'arrête. Le collaboratif, c'est cool aussi parce que euh, on va jouer chacun notre tour, mais si on joue chacun notre tour, mais tous ensemble, il n'y a personne qui va dire, oh, bah, c'est pas grave, on compte sur les autres. Donc, c'est vachement bien, ça, le collaboratif, on compte sur les autres, donc on inclut plus facilement tout le monde et on perd moins de monde. Je peux vous montrer quelques exemples de ce qu'on a pu réaliser. Alors, et puis vous pouvez poser des questions sur le chat au fur et à mesure de ce que je montre. Hop, je vais y arriver. Tac. Voilà. Donc là, ce premier élément, c'est est-ce que ça marche pas comme je veux? Ça va marcher. C'est les joies du direct. C'est ça. Voilà. Ça marche. Donc, ce que vous avez vu là, c'est un jeu qui sensibilise aux enjeux de cybersécurité pour les ados. Il y a deux pour les 9-14 et les 15-17. Et, et du coup, c'est un jeu physique et digital. C'est un escape game qui s'installe en dur sur des salons et qui a pour plusieurs scénarios, qui va du coup durer un temps assez court. Chaque scénario dure environ 10 minutes. Et on utilise et la tablette et le physique. On va scanner des éléments du décor en réalité, qui vont apparaître en réalité augmentée. Voilà, donc là, bah, quand on disait comment je retiens l'attention, comment je donne envie, bah là, on a un sujet, tu vois, pour des ados, des jeunes ados, et donc on est sur des codes qui vont être les intéressés. Il y a l'effet waouh de la réalité augmentée aussi qui va aller avec. Voilà pour un exemple parmi tant d'autres. Alors, on a fait un jeu pour CMA-CGM, donc transporteur, troisième armateur mondial. Là, on est concept multijoueur, on est sur de l'onboarding, c'est top manager dans le monde entier et ils veulent les onboarder à travers une application ludifiée. C'est un challenge qui dure 3 mois. Sur l'application, il va y avoir l'accès à un leaderboard. Donc là aussi, sur la motivation, on est sur la motivation à travers un leaderboard, à travers du scoring tout au long des 3 mois. On a une narration
On est sur en 2080 ou quelque chose comme ça. On est sur les premiers cargos spatiaux et on joue une équipe. Donc cette équipe est composée de personnes à travers le monde. On est une dizaine à travers le monde et on doit ensemble réussir des challenges. Ces challenges sont physiques. C'est pas nous qui les avons gérés, c'est le client qui a créé des challenges liés à son métier, liés à son onboarding. L'application, elle est là pour motiver, pour faire participer les gens et aussi dedans il y a deux mini-jeux qu'on voit ici, qui sont des mini-jeux narratifs avec une mécanique simple de swipe gauche-droite de choix sur des sujets qui étaient l'inclusion et je n'ai plus l'autre sujet, et sûrement des soft skills, des soft skills de manager. Donc là, voilà comment on gamifie ça. On a 100 participants en même temps à chaque fois, donc 10 équipes et qui vont se challenger pendant 3 mois. Et on a une application qui va raconter cette histoire à travers une histoire narrative. Je continue, mais vous pouvez toujours me stopper. Dassault Aviation à l'aéronautique, on en a parlé. Là, on est vraiment sur de la gamification pure et dure. On est sur du objectif image de marque. On a fait une application mobile et vous pouvez retrouver sur les stores qui s'appelle Dassault Airflight. C'est tout simplement, c'est un jeu mobile, c'est un Infinite Runner. On va pouvoir jouer un des deux avions de Dassault. C'est un jeu, alors des contraintes. Les contraintes, c'était donc l'objectif, c'est pour faire plaisir aux fans d'aéronautique et de fans de Dassault Aviation. Mais en même temps, dedans, il y a des contraintes, il faut pas que les avions tirent de missiles, il faut pas que les avions aient des crashs, et donc tout ça, il faut qu'on qu'on fasse un jeu où il n'y a pas tout ça. Donc on a un jeu où les avions vont passer des portails, qui sont simulés, là on les voit en bas de l'écran, par des petits éléments verts. C'est juste comme si c'était un entraînement de pilotage. Et c'est un vrai jeu mobile, on va gagner du score et on pourra débloquer des nouvelles livrées. Les nouvelles livrées sont des livrées réalistes dans l'univers, dans les avions de Dassault. Quelque chose de stand, on revient sur les stands, sur les salons. Atlas, donc, qui est un OPCO qui finance donc pour France Assurance, pour les assureurs. Eh bien, ils voulaient une solution qui mêle un peu d'escape game, un peu de réalité virtuelle, qui doit être déployée en salon et qui a pour objectif de faire découvrir les métiers de l'assurance à un jeune public qui vient en salon de l'éducation. Donc, une mallette, type mallette d'agent secret, ils la prennent, ils l'ouvrent. On voit en haut, il y a des éléments, il y a de lui qui leur dit, vous faites d'abord ça, d'abord la flèche jaune, puis la bleue, puis la rose. Il y a des éléments, il y a des cartes. Donc, ils vont d'abord prendre les cartes, ils vont reconstituer un puzzle, ça leur dit de prendre le casque, ils prennent le casque. Dans le casque, ils vont résoudre des problèmes liés à des enjeux d'assurance. Donc, voilà, on voit le puzzle et on voit les différents problèmes. Donc, par contre, c'est des problèmes qui sont fixes. C'est une interactivité. On doit cliquer sur des éléments pour résoudre, réparer des problèmes. C'est-à-dire qu'on doit choisir les bons métiers pour résoudre les bons problèmes. L'interactivité, elle est juste là et elle est largement suffisante parce que ça va durer 3 à 5 minutes et en salon, c'est très bien parce qu'après, il peut y avoir la queue. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'attirer un jeune public sur les métiers de l'assurance. Du jeu de plateau hybride, les CARSAT, donc organisme prévoyance santé au travail, qui nous avait demandé un jeu de plateau qui utilise une application qui va sensibiliser aux enjeux de la santé-sécurité au travail. Celui-ci, il est collaboratif. Il y a eu un accident. On va ensemble mener l'enquête et trouver pourquoi il y a eu un accident. On travaille sur l'arbre des causes, sur l'accidentologie. C'est un jeu qui a, comme il est hybride, il a plusieurs scénarios dans son application. Il y a des QR codes sur le plateau et on va donc poser des questions, comprendre ce qui s'est passé, récupérer des indices et à la fin, on doit remettre notre rapport qui justifie pourquoi il y a eu un accident de travail. Alors, comment créer des buzz, attirer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux joueurs, ça dépend de notre... Si
nos utilisateurs, des fois, ils sont contraints, ils sont obligés de participer à la formation. Donc là, il n'y a pas de choix. Mais en tout cas, Sur les formations que j'ai faites, c'était souvent comme ça, c'était vraiment en contrainte. C'est sur du RGPD ou des choses comme ça. Mais en fait, comme elles sont obligatoires, on perd le côté ludique. oui. Alors, donc obligatoire, donc pas ludique. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de formations obligatoires qu'on a transformées en enjeux ludiques. Je vais pouvoir en montrer aussi. Nous, on aime beaucoup faire j'ai montré ça, il faut que je le retrouve, des, des choses qui sont immersifs, qui sont narratifs, parce que les joueurs se projettent dedans, se racontent une histoire, vivent une histoire comme un escape game, comme quelque chose comme ça. Et la mécanique de jeu est simple. Et à la fin, les joueurs ont le sourire, ils ont réussi quelque chose, ou ils ont plus ou moins réussi, mais ils ont vécu une histoire et ils ne se sont pas forcément rendus compte que c'était l'horrible formation RGPD rébarbatif qu'on donnait tout le temps, parce qu'on l'a transformé dans quelque chose. Enfin, cyberenquête, là, cyberenquête, formation obligatoire sur la cybersécurité pour les enseignants du ministère de l'Éducation nationale, qu'ils ne suivent pas ou pas bien, évidemment. À la base, c'était des slides sur l'e-learning. On a transformé ça en une boîte de jeu, 1 à 5 joueurs. C'est hybride aussi parce que comme ça, on peut avoir 50 tables de jeu en même temps pour un formateur. L'application va raconter comment on forme. Et c'est donc sur ce sujet. Ça sensibilise et ça reprend les mécaniques des escape games un peu en boîte qu'on peut trouver. Voilà, avec des lieux, des cartes à prendre avec des numéros, des indices à trouver, des choix à faire, l'application qui a un chronomètre. Et en tout cas, on a mis tout ce contenu de formation obligatoire, ces enjeux obligatoires sur la cybersécurité, dans cette activité beaucoup plus ludique, dont toutefois la mécanique est simple. Donc les joueurs n'ont pas à apprendre la mécanique, ne se concentrent pas sur la mécanique et la réussite du jeu en utilisant bien la mécanique, mais bien sur la formation. Ça, je le rappelle, c'est important. La mécanique doit être suffisamment simple pour être oubliée. Que le joueur n'ait pas à se dire, ah oui, comment je joue en fait. Application là, c'est sur des enjeux de l'éco-conduite pour des chauffeurs de bus du groupe Keolis. Améliorer l'éco-conduite de tous les chauffeurs. Sujet compliqué parce que en fait, on a commencé avec Keolis par un consulting pour, être sûr que la solution qui va être créée puisse être adoptée par les gens qui vont l'utiliser, donc les salariés, les conducteurs de bus. L'idée était de faire une solution qui va vraiment aider le conducteur dans ses capacités, dans son éco-conduite, le challenger, mais sans lui mettre la pression, ne pas le classer, ne pas par rapport aux autres, faire quelque chose qui soit bénéfique, qui donne envie peut-être d'améliorer ses pratiques. Ce qui fait qu'on a repris les codes là des jeux mobiles sans vraiment mettre de jeu. Le jeu, il n'est pas là parce que nos conducteurs, ils n'ont pas le temps. Ils ont des téléphones portables, ils n'ont pas le temps de jouer, de faire une activité de jeu. Ils doivent faire leur métier, évidemment. Et donc, cette solution, elle est branchée sur toutes les données d'analyse des bus et elle va analyser tout ça et le transformer en quelque chose qui leur permet, eux, d'avoir des indicateurs sur leurs compétences d'accélération, de freinage, de confort, leur éco-score, et qui va être classifié sur leurs compétences, leur amélioration. Pas sur je suis le meilleur que les autres, c'est plutôt je m'améliore mieux que les autres. Ce qui fait que ça leur permet de visualiser vraiment, de voir où ils sont et d'avoir quelque chose qui est moins descendant, où ils sont à même de juger si eux, ce qu'ils font, ils considèrent que c'est bien ou pas. Voilà quelque chose qui était un peu technique à réaliser, parce qu'il y a quand même des gros enjeux de tech, parce qu'il fallait se brancher sur les datas du client, des enjeux du UI, du X pour que ce soit facile d'accès pour tout le monde. C'est pour ça qu'on reprend des codes un peu existants du jeu mobile, parce que maintenant tout le monde joue plus ou moins à des jeux mobiles.
encore de l'application. J'essaie de pas trop vous barber, je ne ferai pas des tonnes et des tonnes d'exemples. Application sur comment gamifier. Alors là, on est vraiment sur cette idée de la gamification qui n'est pas, il n'y a pas de jeu. On revient sur ce que j'avais dit au début, c'est comment gamifier, c'est-à-dire que dans le sens où je vais faire en sorte de motiver les gens à revenir régulièrement sur cette appli. Là, on est sur la médecine du sommeil. Et donc, c'est comment rendre la médecine du sommeil plus, bah, je ne vais pas dire attractive, mais de motiver plus facilement les patients à faire leur grille de sommeil, etc. Donc, on est sur une appli mobile qu'on a gamifié en intégrant des tas d'éléments. Donc, en effet, là, on a des rewards, des challenges, des effets sur l'application, des notifications, tous ces éléments qui motivent ou donnent envie d'y retourner. On reste un peu toujours et encore un des grands sujets, hein, la cybersécurité. Là, c'est une mécanique qui est plus d'escape game. C'est en solo. On va jouer tout seul sur son ordinateur. Ça dure 20 minutes. C'est toujours cette histoire de sensibilisation à un sujet qui est obligatoire. Et là, toujours encore la cybersécurité. On a une mécanique d'escape game. On a une salle dans laquelle on est allé. Il y a une narration toujours derrière. Et ça, je le redis. Euh, des jeux comme ça, qui forment sur un sujet très précis, il faut mettre une narration pour motiver, donner envie de participer, pour vivre une histoire. Donc là, on doit aller récupérer des données qui nous ont été volées, on rentre dans une salle de réunion et c'est un point and click, et on va cliquer sur des éléments, les récupérer dans notre inventaire, faire des drag and drop, etc., pour avancer en tunnel, débloquer au fur et à mesure en volant des codes, en volant des mots de passe, pour pouvoir réussir à repartir dans un temps défini avec les données qu'on nous avait volées. Voilà, donc là, vraiment mécanique d'escape game. Chouette, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Il est bientôt 20 heures, donc on Eh arrive oui. au bout. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que ça vous a inspiré pour des formations au travail? Est-ce que quelqu'un veut des retours? Allô? Allez-y, j'ai pas que Philippe, peut-être? Tu es en mute. Je te vois parler, mais tu es en mute. Allô? Alors, Philippe, je crois que je te vois parler. Non, il est en train de s'étouffer. Voilà. Erel. Non, bonjour. Merci beaucoup pour toute cette présentation, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une idée pour une activité, mais justement, je ne sais pas du tout si c'est le bon support. Donc, en tout cas, là, j'ai déjà des bases juste pour me poser les bonnes questions au début et ensuite des bons exemples pour développer. Donc, merci beaucoup. Vraiment top. Mais ouais, pour l'instant, enfin, je suis novice là-dedans et même dans la création des jeux. Donc, voilà, je ne sais pas trop si c'est la bonne solution pour nous de créer un serious game. Mais en tout cas, là, je vais pouvoir me poser et réfléchir de manière construite. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que... Alors, je vois Séverine, Richard. Richard, il est plus en mute. Peut-être qu'il est partagé. Il y a Claude qui envoie plein de messages dans le chat. Est-ce qu'il y a des applications qui permettent de gamifier sans trop d'efforts? Oui, alors il existe des applications. Alors moi, je connais pas bien comme nous on fait du sur-mesure, mais il y a des solutions sur étagère qui permettent de rendre ludique des moments. Donc, ils vont gamifier sans trop d'efforts. Bah, Kahoot, c'est de la gamification d'une certaine manière, mais il y a des applications qui permettent en effet de gamifier de manière simple. Alors, malheureusement, je suis pas trop au fait de tout ça, mais ça existe. Il faut toujours se dire que sur étagère, donc ça a un coût qui est bien moins élevé, mais c'est beaucoup moins spécifique. Et le sur-mesure, évidemment, c'est un coût plus élevé et ça va beaucoup plus aller sur des sujets très précis. Et donc, pour ce qui est des budgets, c'est vrai que
c'est un sujet. Une solution complète sur mesure. Alors nous, moi, je suis transparent sur nos budgets. Notre panier moyen, c'est 25 000 € en général. Et quand on crée quelque chose, le client en a la propriété complète. Donc, on va délivrer intégralement l'outil, il en a la propriété et l'usage autant qu'il veut dans la durée qu'il veut. Ensuite, sur le sujet de j'ai des idées, mais je sais pas trop et je sais pas si c'est la bonne idée, il y a aussi des capacités de consulting. On vient souvent aider le client, le prospect à se dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux? On a par exemple en ce moment, on travaille avec des organismes psychiatriques justement qui se posent la question d'un serious game et ils savent pas du tout, ils n'ont aucune idée. Donc on les accompagne autant sur qu'est-ce que ça pourrait être, pour qui, à quoi ça va servir, c'est quoi votre budget, comment on pourrait faire. Et du coup, tout ça va les aider à se rassurer dans leur choix et à aller chercher des financements. Dans les autres questions, est-ce qu'il y a une formation pour devenir expert en gamification? Alors là, grande question. Alors, il y a des tas de formations sur le game designer. La plupart sont orientées autour du jeu vidéo. Maintenant, il y a des formations, beaucoup d'informations d'ingénieurs pédagogiques. Donc, et bien souvent, c'est beaucoup de curiosité sur ces deux sujets-là qui vont permettre d'avoir les compétences de gamification. Il n'y a pas vraiment de formation dédiée autour de la gamification. Est-ce que vous avez fait des murder parties en version serious game? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça, oui. Donc, non, j'ai pas fait de murder party en version serious game. J'ai un grand projet que j'aimerais pouvoir faire des jeux de rôle aussi en serious game, faire jouer des narrations très interactives sur un sujet de crise, par exemple, des choses comme ça. Mais les joies, mais la difficulté du sur-mesure, c'est qu'on est tributaire de nos prospects, qui ont des problématiques, des sujets, des enjeux, et on peut pas leur dire, mais oui, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'aimerais faire ça, alors je vais vous vendre ça. On va leur vendre ce qui ira bien. Donc non, j'ai pas encore fait de murder party en serious game, mais peut-être un jour. Vous pouvez m'acheter une murder party, hein. Eh bien, merci beaucoup pour cette soirée, c'était hyper intéressant. J'espère que ça a intéressé aussi nos invités. Et c'était chouette d'avoir un mélange entre la pratique et la théorie et des exemples concrets de ce que vous avez pu faire dans la vraie vie. Je te remercie aussi, François, pour le temps que tu nous as accordé. De rien, moi ça me fait très plaisir. Voilà, vous retrouverez le replay dans la prochaine newsletter et en ligne sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.